Assalamu alaikum, ici Ahmed ou l'aspirant de Muamalat Impact. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de ce livre. Ce livre, Les Confessions d'un assassin économique, écrit par John Perkins. Ce livre, c'est un livre qui est une pépite pour comprendre le monde aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà questionné comment ça se fait qu'il y ait encore tant de pauvreté dans le monde alors qu'on trouve des continents qui sont remplis de richesses? Je te donne le cas de l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de richesses au monde. Pourtant, c'est le continent aussi où il y a le plus de pauvreté. Est-ce que tu te questionnes également comment ça se fait qu'on exploite sans cesse, qu'on épuise les sols, les ressources limitées de cette planète Terre pour toujours enrichir et encore enrichir des multinationales? Si tu te questionnes sur tout ça, sur comment ça se fait qu'il y ait des crises, qu'il y ait des guerres, ce livre peut t'apporter de très bonnes réponses. Et en tant que musulman, ce livre est, j'ai pas envie de dire obligatoire, mais si tu as envie de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu as envie de comprendre le système, l'économie, la domination, ce livre va t'aider à comprendre bien des choses. Pourquoi je te parle de ce livre? Je vais te le dire en fin de vidéo. Donc, regarde la vidéo jusqu'au bout. Pour l'instant, je vais te parler de ce livre et je vais te faire un petit résumé en me basant juste sur la préface et le chapitre 1. Alors, dans ce livre, comme tu le vois, Les Confessions d'un assassin économique, ça va parler de quoi? Tout simplement de la vie de cet homme, John Perkins. Il était un assassin économique. Et c'est quoi un assassin économique? Pour te répondre, je vais lire juste à la première page de la préface. Qu'est-ce qu'il nous dit, John Perkins, sur le métier qu'il exerçait? Il nous dit ceci. Les assassins économiques sont des professionnels grassement payés qui escroquent des milliards de dollars à divers pays du globe. Ils dirigent l'argent de la Banque mondiale et d'autres organisations humanitaires vers les coffres de grandes compagnies et vers les poches de quelques familles richissimes qui contrôlent les ressources naturelles de la planète. Pourquoi il peut en parler de cela, John Perkins, comme il le dit? Je sais très bien de quoi je parle, car j'étais moi-même un assassin économique. Donc en gros, il va nous expliquer dans ce livre que sa mission consistait à aller voir des dirigeants de ce monde, des dirigeants de pays pauvres. Par exemple, aller en Indonésie, au Pérou, mais d'autres peuvent aller au Sénégal ou dans d'autres pays. Et en fait, lui, il se présente comme étant un économiste ou un agent de développement. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter des rapports à ses responsables gouvernementaux. Bien sûr, ce sont toujours des pays dans lesquels on a trouvé des richesses sous la jungle comme du pétrole, du gaz, des minerais, etc. Et donc lui, il va conseiller ces présidents-là ou ces responsables gouvernementaux pour leur dire « j'ai un plan pour vous ». Si jamais vous mettez en place des infrastructures dans tel domaine, par exemple de l'électricité, ou peut-être que, je sais pas moi, vous faites un aéroport, des autoroutes, des ports. Si vous faites tout cela, ou je vous dis de le faire et que vous exploitez ces richesses-là, vous allez avoir une croissance. Une croissance qui va faire développer le pays. Votre pays va passer de pays pauvre à pays développé. Mais bien sûr, pour faire tout ça, pour l'instant, vous n'avez pas d'argent, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander une aide internationale. Comment ça se passe? C'est quoi l'aide internationale? C'est vous allez faire un emprunt auprès de la Banque mondiale. Et donc, en faisant cet emprunt auprès de la Banque mondiale, désormais, vous allez avoir des fonds que vous allez investir. Donc, vous comprenez que les différents acteurs dans ce livre sont tout d'abord les assassins économiques, les responsables gouvernementaux ou les présidents de pays pauvres, également la Banque mondiale et d'autres organisations comme la Banque mondiale qui se chargent de prêter de l'argent aux pays pauvres, et également les multinationales. Et, en gros, pour que vous compreniez l'idée derrière ce livre ou l'idée derrière cette pratique, c'est que souvent dans la doctrine officielle, ce qu'on nous dit, et il le dit même dans ce livre, c'est qu'on fait croire que l'aide internationale aide les pays à se développer. C'est ça ce qu'on nous apprend en général à l'école. Il le dit d'ailleurs dans le chapitre 1 à la page 8. Mes professeurs en administration des affaires
enseignait que le financement des projets d'infrastructure de la Banque mondiale libérerait les pays en voie de développement. Sauf qu'il nous dit un peu plus bas, plus tard j'ai découvert que cette histoire était un tissu de mensonges. J'ai réalisé que je m'étais fait piéger par le système. Donc, on comprend maintenant la doctrine officielle, c'est bon. Il y a un pays pauvre, l'Indonésie, le Sénégal ou d'autres pays qu'on peut connaître, et ils découvrent tout d'un coup des richesses dans leur sous-sol. Mais pour développer tout ça, ils n'ont pas d'argent, donc ils vont faire un emprunt auprès de la Banque mondiale. Et bien sûr, il y aura d'autres choses. Donc, comment ça se passe? Il nous explique John Perkins, il nous l'explique dans le chapitre 1 à la page 11. Voici ce qu'il nous dit pour qu'on voit plus comment ça se passe. Il nous dit cela. Le système était bien rodé et nous fournissait des documents impressionnants que nous remettions aux responsables gouvernementaux, comme celle de mon rêve. Ces documents leur permettraient de justifier les prêts auprès de leur population. Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, en tant qu'économiste, il venait voir des responsables gouvernementaux avec des rapports, avec plein de statistiques qui disaient si jamais vous investissez dans tel domaine, dans telle richesse ou dans tel autre, vous allez pouvoir avoir de la croissance. Le mot magique, croissance. Donc si je continue à lire, je disposais de tout un groupe d'économistes, d'experts financiers, de statisticiens et de mathématiciens habiles à développer des modèles économiques sophistiqués, démontrant haut la main que ces investissements, quels sont ces investissements? Centrales électriques, faire des autoroutes, des ports de mer, des aéroports, des parcs industriels, que tout cela allait enclencher une forte croissance économique. Donc, qu'on comprenne bien, il avait avec lui des économistes qui avaient, il l'explique dans ce livre, tout un jargon, des systèmes de prévision qui sont difficiles à comprendre, qui font croire que, ok, ce sont des experts qui nous parlent et qui nous disent qu'on doit faire ceci et cela. Ces fameux économistes que parfois on voit nous aussi à la télé avec des beaux costards qui nous disent des mots, on comprend rien, on se dit, ok, lui il sait de quoi il parle. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une précision importante. En plus de venir avec ces rapports-là, il venait avec quoi d'autre? Il nous dit, précision importante, dans tous les cas, ces prêts sont assortis d'une condition essentielle, à savoir que les projets sont construits par nos sociétés d'ingénierie et de construction. Ici, ce sont les sociétés américaines. Par conséquent, la plus grande partie de l'argent ne sort jamais des États-Unis. Et il nous dit aussi un peu plus bas, en fait, il nous fait comprendre que bien que les prêts sont contractés par les pays pauvres, c'est-à-dire que le pays pauvre demande un prêt auprès de la Banque mondiale, immédiatement l'argent qui a été emprunté va ensuite directement servir à financer en fait les activités des multinationales occidentales. C'est-à-dire que au lieu de développer des entreprises du pays en question, cet argent va développer des activités d'entreprises occidentales. Donc l'argent en fait ne sort pas des gens riches. Comme il nous le dit, les assassins économiques prennent bien soin de s'assurer que le pays bénéficiaire s'engage à acheter des avions, des médicaments, des tracteurs, des technologies informatiques et d'autres produits et services auprès de nos sociétés. Donc on voit bien que ces prêts massifs qui vont endetter le pays, en réalité vont servir à investir dans des multinationales comme Nike, Monsanto, General Electric ou d'autres. Il mentionne des noms dans son livre. Et donc, là, on commence à comprendre un peu mieux comment ça se passe. Et donc, quel résultat ça donne lorsque les responsables gouvernementaux vont faire un prêt et qu'ils vont investir cet argent auprès de ces multinationales-là, ça donne quoi comme résultat au bout du compte? Il nous dit tout simplement que au début, on a un développement apparent. On voit bien des infrastructures se mettre en place, on voit bien des gratte-ciel pousser, on voit bien des autoroutes, on voit bien des ports, des centrales électriques, des aéroports, tout ça. Seulement, voici ce qu'il nous dit. Il nous dit, il est temps, au bout d'un moment, mais maintenant, les temps étaient venus de regarder les choses au-delà des mathématiques. Les statistiques étaient totalement biaisées. Tous les rapports qu'il apportait étaient en fait biaisés, c'était des résultats qui étaient faux, qui étaient gonflés, comme il le dit.
Elle ne visait pas le développement futur du pays, mais la fortune d'une poignée de familles qui possédaient les industries, les banques, les centres commerciaux, les supermarchés, les hôtels, une variété d'autres entreprises qui tiraient profit des infrastructures que nous avions construites. Ceux-là ont prospéré. Ceux-là ont prospéré. Tous les autres ont souffert. Donc finalement, en apparence, on voit un développement apparent, mais en réalité, qui profite de tout cela? Les multinationales. Et bien sûr, donc, qu'est-ce qu'il nous dit encore? En conséquence, l'argent qui avait été prévu au budget pour les soins de santé, parce que bien sûr, les responsables gouvernementaux ont emprunté de l'argent aussi pour leur système de santé, l'éducation et autres services sociaux, tout cet argent-là est détourné pour payer les intérêts de la dette. Et ensuite, le pays se retrouve littéralement écrasé sous le poids de la dette. Donc finalement, d'une part, déjà l'argent est investi auprès des multinationales, ça profite même pas à la population, et en plus de ça, le pays se retrouve endetté. Et comme il le dit, comme la dette, il nous fait comprendre que la dette est impayable. La dette est tellement démesurée que c'est impossible maintenant pour le pays de payer cette dette, et c'est là qu'une autre institution arrive, le FMI, Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international arrive et voici ce qu'il dit. Comme en tant que pays vous avez des dettes et que vous n'êtes pas en mesure de les rembourser, vous allez devoir céder à bas prix vos ressources à nos entreprises, aux entreprises occidentales. Vous allez devoir privatiser votre système d'éducation, votre système de santé à des entreprises privées occidentales également. Voici ce qu'il dit. C'est alors que les chacals du Fonds monétaire international ont surgi, exigé que les pays cèdent à prix de faveur son pétrole ou d'autres ressources aux sociétés privées. Le réseau électrique, le système d'aqueduc, les égouts, etc., etc. Et tout ça, ils le vendent à qui? Aux multinationales. Dans le livre, il appelle tout ce réseau de multinationales la corporatie. C'est un ensemble de réseaux de multinationales qui, elles, profitent de tout cela. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, mais lorsque je vous présente tout ça, comme c'est terrible, on peut se dire, mais pourquoi ils font ça? Il nous répond. Il nous dit, en réalité, tout ça, ça vise à accabler le pays de dette. Mais pourquoi endetter le pays? Ben, voici ce qu'il nous dit à la page 11 dans le chapitre 1, page 11 et 12. Si l'opération d'assassinat économique a été correctement menée, les prêts consentis sont si énormes que le débiteur va tomber en défaut de paiement après quelques années. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il tombe en défaut de paiement? Lorsque ce moment attendu arrive, comme la mafia, ils vont commencer à demander à ce pays de faire des choses pour lui. Quelles sont ces choses-là? Contrôle du vote du pays aux Nations Unies. Par exemple, lorsque les États-Unis veulent aller en guerre contre un autre pays, il faut voter. Les États-Unis vont dire à ce pays, comme vous nous devez de l'argent, votez pour notre projet. Autre chose, installation de bases militaires sur son territoire, accès à des ressources précieuses comme le pétrole. Et bien évidemment, le pays reste encore endetté. Et c'est comme ça que ce pays occidental, en l'occurrence ici, les États-Unis, ajoute un pays à leur empire. Mais ça ne concerne pas que les États-Unis, ça peut concerner la France. On connaît ce qui se passe, ce que la France fait en Afrique, par exemple en Afrique de l'Ouest. Tout cela, c'est donc en fait, quel est le but réel? Bien sûr, c'est de dominer, d'avoir un contrôle, d'avoir des alliés, d'avoir des pays qui vont dans le sens des intérêts de ce pays-là, mais c'est aussi de s'enrichir. Et donc, lorsqu'on lit tout cela, mes amis, je tiens à le préciser, il ne s'agit pas d'une conspiration. On n'est pas en train de parler d'une théorie du complot. D'ailleurs, il en parle encore dans sa préface. Et voici ce qu'il nous dit. Certains ont tendance à attribuer la responsabilité de nos problèmes actuels à une conspiration mondiale organisée. J'aimerais que ce soit aussi simple, il nous dit. Bien sûr, et je l'expliquerai plus loin, des centaines de complots et pas seulement un grand complot nous affecte tous. Mais le système de l'assassinat économique dont il est question ici est quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'une conspiration. Il ne s'agit pas tant d'une organisation dirigée par un petit groupe d'hommes, mais d'une idéologie désormais acceptée comme parole d'évangile
et dont les dogmes sont les suivants. Quels sont les dogmes de cette idéologie? Il nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un complot. C'est juste vraiment l'idéologie du capitalisme. Et cette idéologie-là, voici ce qu'il nous dit. C'est quoi cette idéologie? Nous croyons que toute croissance économique est bénéfique pour l'homme et que plus forte est la croissance, plus grands sont les avantages. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous bassine à chaque fois. Toute l'année, on nous parle de croissance et de croissance. Nous croyons que ceux qui excellent à attiser les feux de la croissance économique méritent d'être portés au nu et récompensés, tandis que les marginaux sont là pour être exploités. Donc les multinationales qui arrivent à apporter de la croissance, on les met en avant. Les restes sont juste des individus que l'on va exploiter. Nous croyons enfin que tous les moyens, y compris ceux utilisés aujourd'hui par les assassins économiques et les chacals, sont justifiés pour stimuler la croissance économique, préserver notre confort, notre style de vie à l'occidental et faire la guerre à tous ceux qui pourraient constituer une menace pour notre bien-être économique. Donc en réalité, c'est une idéologie. Donc, vous comprenez que ce livre nous en indique beaucoup sur comment le monde fonctionne. Et c'est pour cela que je vous invite à le lire. Et pour vous aider à le lire, j'ai décidé avec Mu'amalat Impact, nous avons décidé de réaliser un cercle de lecture autour de ce livre. C'est-à-dire que nous allons avoir un programme de lecture sur ce livre pour le lire entièrement en à peu près 2 mois, dans lequel on va le lire ensemble, on va faire un chapitre par jour à peu près. Et grâce à cela, on va pouvoir ensemble le lire en entier et surtout se faire des cercles, des groupes de discussion 1 fois par semaine, dans lesquels on va aborder les sujets qui sont traités dedans et nous inspirer mutuellement pour savoir qu'est-ce que ça nous inspire tout simplement. Donc, je vous dis pourquoi lire ce livre. Parce que déjà, ça nous permet de comprendre comment le monde fonctionne. Il nous le dit dans la préface encore, il nous dit l'ensemble des techniques utilisées par les assassins économiques et les chacals est devenu monnaie courante dans le monde d'aujourd'hui. Plus encore qu'à l'époque où j'en ai parlé il y a plus de 10 ans. Ces procédés sont devenus le système qui contrôle aujourd'hui l'économie, le gouvernement et la société. Un système reposant sur la peur et l'endettement. Donc, si on veut comprendre comment le monde fonctionne, il va falloir qu'on lise ce livre. Ça va nous aider. Mais aussi, ça nous permet aussi de comprendre comment on a fait pour en arriver là, aux désastres économiques dans lesquels on se retrouve, aux catastrophes écologiques que l'on retrouve également. Il nous le dit encore. Il nous dit que tout cela, toutes ces pratiques des assassins économiques, avec les multinationales, ça a donné quoi comme résultat? Il nous dit, il en est résulté, littéralement, une économie de la mort. Une économie basée sur la guerre ou la menace de guerre, l'endettement et le pillage des ressources de la terre. En fait, une économie insoutenable qui épuise à un rythme accéléré les ressources mêmes dont elle dépend, en même temps qu'elle empoisonne l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons. Il dit même, nous savons que nous frôlons le désastre économique, politique, social et environnemental. Un changement s'impose. Donc, ça nous permet de comprendre tout cela. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de problèmes, de catastrophes environnementales. Seulement, parfois, on ne se rend pas compte, on ne comprend pas vraiment d'où ça vient. Est-ce que ces catastrophes environnementales viennent à cause de la consommation de petites personnes comme vous et moi? Ou est-ce qu'il y a des grands pollueurs, des grands épuiseurs de la planète, si je puis dire? À nous de se poser les questions. Également, ça va nous aider à comprendre quels sont les outils qu'ils utilisent pour faire leur propagande, comment ils font pour justifier leurs pratiques. Et nous, en tant qu'individus, plus on va s'armer de connaissances, plus désormais lorsque ces pratiques se feront, on pourra les déceler. Parce que ces pratiques-là ne concernent pas seulement les pays pauvres. Il l'explique dans ce livre, dans cette édition-là, que désormais, même dans les pays développés, on se fait exploiter de la même manière que les pays pauvres. D'ailleurs, il nous fait comprendre, il est important que ce qui est raconté ici soit su. Nous vivons une époque de crise terrible et de possibilités fantastiques. L'histoire de ce système particulier d'assassins économiques explique comment nous en sommes arrivés là,
Comment nous sommes arrivés là où nous sommes et pourquoi se succèdent des crises qui semblent souvent insurmontables. Il mentionne des noms, Monsanto, Nike, General Motors, etc., etc. Et surtout, nous, en tant que musulmans, ça va nous permettre surtout de comprendre comment riba, l'usure, détruit le monde. Car oui, ce système est intimement lié à la dette et à la dette à intérêt. Donc si jamais tu te poses des questions, en quoi riba est mal aujourd'hui, en quoi riba détruit la planète et asservit la planète, ce livre peut t'aider à y répondre. D'ailleurs, je te mets en description, je suis en train de préparer une vidéo et un texte qui nous montre 7 méfaits désastreux de riba dans la société. Regarde dans la description pour avoir accès à ce document, c'est gratuit. Également, pourquoi il faut lire ce livre? Parce qu'il nous donne des pistes, à un moment il nous donne des pistes de que faire. Comment nous pouvons mettre en place des initiatives qui freinent tout cela. Parce que d'ailleurs, il nous fait comprendre que nous ne sommes pas que des victimes dans tout cela, nous sommes aussi des responsables. Comme il le dit dans la préface encore, nous sommes responsables du monde dans lequel nous vivons. Les assassins économiques parviennent à leur fin parce que nous leur permettons de le faire. Ils nous séduisent, nous amadouent et nous menacent, mais ils réussissent seulement quand nous fermons les yeux ou entrons simplement dans leur jeu. La seule raison pour laquelle le système d'assassinat économique fonctionne, c'est que nous lui permettons de le faire. Au mieux, nous détournons le regard, au pire, nous le soutenons activement. Donc, ce livre, Les Confessions d'un assassin économique, est juste une bombe. Quiconque souhaite comprendre le monde, je l'invite à lire ce livre. Je l'invite à venir, à cliquer dans le lien de la description pour participer au cercle de lecture. Dans ce cercle de lecture, on partagera nos impressions, comme je l'ai dit. On fera une fois par semaine un groupe de discussion. Peut-être que tu fais partie des personnes qui aiment lire, certes, mais qui depuis un moment ne lisent plus, car tu ne trouves pas trop de temps. Il y a les réseaux sociaux, il y a le travail. Ou peut-être que tu lis plusieurs livres en même temps et que tu n'arrives pas à finir le livre que tu lis. Ou peut-être que parfois tu lis un livre et tu te dis que c'est un peu trop compliqué, tu comprends pas tout. Voilà pourquoi on va lire ensemble, déjà pour aller au bout de cette lecture et pour nous partager nos impressions et faire des parallèles avec ce que l'économie en islam nous dit. Et ça nous permettra de nous armer de connaissances. Plus nous aurons de la connaissance, plus on pourra interagir dans ce monde. Donc, je te dis, à très vite. Regarde dans le lien de la description, regarde en description le lien pour rejoindre le cercle de lecture. Je te dis, assalamu alaikum.